Les livres d'histoire vous ont dit que Louis XVI était mort en pleurant, qu'il avait fallu le traîner sur l'échafaud, qu'il avait perdu toute dignité dans les dernières secondes, que la foule avait ri. Certains manuels ajoutaient même le détail du tremblement, les jambes qui refusaient de porter le corps, les gardes obligés de soutenir quelque chose qui n'était plus vraiment un homme. C'est la version qui a circulé pendant des générations, répétée dans les dissertations de lycée, dans les reconstitutions télévisées où l'acteur tremble juste ce qu'il faut pour confirmer ce qu'on sait déjà, dans les encyclopédies populaires qui consacrent 3 lignes à sa mort et 0 à ce qu'il a essayé d'y dire. Une version propre, utile, qui arrangeait ceux qui l'avaient condamné et qui continue d'arranger ceux qui n'ont pas envie de s'interroger davantage. Le problème, c'est que cette version a été fabriquée dans les heures qui ont suivi l'événement, par des gens qui avaient un besoin politique urgent qu'elle soit vraie. Et que les témoins les plus directs, les seuls dont le métier était précisément d'être là, de toucher le condamné, de le conduire jusqu'à la lame, racontent quelque chose d'assez différent. Pas héroïque au sens hollywoodien du terme, pas d'envol mystique, mais différent et de façon significative. Il faut donc commencer par là, par le mensonge. Pas parce que Louis XVI mérite d'être réhabilité, c'est une autre conversation, pour un autre film, mais parce que comprendre ce qui s'est réellement passé sur cet échafaud le 21 janvier 1793 commence par accepter qu'on nous a menti sur à peu près tous les détails de la scène. Qui a tremblé? Qui a pleuré? Ce qu'il a dit? Pourquoi on l'a empêché de finir sa phrase? Chaque détail a été travaillé, poli, retourné dans tous les sens par des mains qui n'étaient pas là. Et le résultat est cette image figée d'un roi qui s'effondre, que 2 siècles de répétition ont rendu aussi solide que du granit. Le granit se fissure pourtant. Il suffit de savoir où frapper. Ce qu'on sait de Louis XVI dans ces dernières semaines, c'est qu'il n'était pas en train de s'effondrer, du moins pas de la façon dont on l'a décrit. Il avait demandé à lire, à voir ses enfants, à se confesser. Il avait voulu un confesseur non-jureur, c'est-à-dire un prêtre qui n'avait pas prêté serment à la constitution civile du clergé, ce qui était une position théologique précise, pas du tout anodine dans le contexte de 1793, et qui dit quelque chose sur un homme qui, même face à la mort, conservait des opinions religieuses suffisamment articulées pour faire un choix dans les détails. On lui avait accordé l'abbé Edgeworth de Firmont. Il avait reçu la communion le matin du 21 janvier. Il avait écrit un testament, un document qui existe, qu'on peut lire, qui est en français parfaitement construit, et qui ne ressemble pas au texte d'un homme en train de perdre la tête. Dans ce testament, Louis XVI pardonne à ses ennemis. Il recommande son fils à Dieu. Il demande que les personnes de sa maison ne souffrent pas pour l'avoir servi. Le ton est calme, à un degré qui dérange. Pas le calme de quelqu'un qui nie la réalité, mais celui de quelqu'un qui l'a traversée et qui se trouve de l'autre côté. Un historien du XIXe siècle a écrit que ce testament était trop calme pour être sincère, ce qui est peut-être la remarque la plus révélatrice sur les attentes des observateurs plutôt que sur le document lui-même. Un homme qui sait qu'il va mourir demain n'est pas supposé écrire avec cette régularité de ton. Sauf que certains le font. Certains se tiennent, jusqu'au dernier moment, à la façon dont ils ont choisi de se tenir. Les révolutionnaires qui ont construit le récit officiel de la mort de Louis XVI avaient besoin de quelque chose de précis. Ils avaient besoin que sa mort confirme la justesse de la condamnation. Si Louis XVI mourait avec dignité, avec des mots clairs, en pardonnant publiquement, ça créait un problème. Un roi qui meurt comme un martyr chrétien est beaucoup plus dangereux qu'un roi qui meurt comme un couard. Le martyr devient un symbole, une bannière, un argument pour la contre-révolution. Le couard devient une note de bas de page. Donc le choix était fait avant même que la lame tombe. Dans le récit officiel, il tremblerait. Et dans ce récit officiel, ces derniers mots n'auraient aucune importance, ou n'existeraient pas. Ce récit est le premier mensonge. Il y en a d'autres. Mais celui-ci est le fondement, et c'est pour ça qu'on commence ici. Charles-Henri Sanson n'était pas un monstre. C'est important à préciser, pas pour lui rendre service, il a quand même coupé beaucoup de têtes dans sa carrière, mais parce que la tentation est grande de le transformer en figure démoniaque, ce qui permettrait de le mettre à l'écart de l'humanité ordinaire et de ne pas trop réfléchir à ce qu'il représente vraiment. Non, Sanson était un fonctionnaire héréditaire,
quatrième du nom dans une lignée de bourreaux parisiens qui remontait au début du XVIIIe siècle. Son père était bourreau, son grand-père était bourreau, son arrière-grand-père avait exécuté des condamnés sous Louis XIV. Il avait grandi dans cette maison, avec cette certitude tranquille et probablement un peu pesante qu'il exercerait lui aussi cette fonction. Une fonction officielle, salariée, réglementée, qui faisait de lui à la fois un agent de l'État et un paria social. Les voisins ne l'invitaient pas à dîner. C'est comme ça. Il avait commencé très jeune. Certaines sources disent qu'il avait assisté à ses premières exécutions adolescent pour apprendre le métier auprès de son père, ce qui est une façon d'apprendre un métier qui mérite qu'on s'arrête une seconde dessus, mais passons. À 53 ans, en ce janvier 1793, Samson avait derrière lui des décennies d'exécutions sous l'Ancien Régime, pendaison, roues, décapitation à l'épée, et depuis 1792, les exécutions à la guillotine, cette machine nouvelle que ses partisans présentaient comme un progrès humaniste, parce qu'elle était rapide et égalitaire. Le noble et le manant mourraient de la même façon, ce qui était révolutionnaire dans tous les sens du terme. Samson avait eu ses réticences initiales sur la machine, des réticences techniques plutôt qu'éthiques, semble-t-il, mais il l'avait adoptée, et l'adoptant était devenu involontairement l'un des instruments les plus actifs de la terreur qui allait suivre. Il tenait un journal. Pas un journal intime dans le sens romantique que le XIXe siècle allait inventer, plutôt un registre de praticiens, annoté de remarques personnelles selon les jours et les cas, comme un médecin qui note ses observations en fin de consultation. La valeur historique de ce journal est compliquée par le fait que les textes publiés sous le nom de Samson au XIXe siècle, notamment les Mémoires des Samsons, parus en plusieurs volumes dans les années 1860, ont été rédigés ou très largement remaniés par un journaliste nommé Henri Samson, descendant du bourreau, en collaboration avec des éditeurs qui avaient un œil sur les ventes. Donc ce qu'on lit comme le journal de Samson est en réalité un texte hybride. Des notes originales, probablement, mélangées à des reconstructions, des ajouts, des arrangements narratifs destinés à un public du Second Empire friand de ce genre de récit. Cela étant dit, même dans sa forme hybride, même avec toutes ses réserves, le document contient des détails qui résistent à la fabrication pure, parce qu'ils sont trop précis, trop peu spectaculaires, trop dépourvus d'intérêt littéraire pour avoir été inventés. Le détail d'une résistance physique à un moment précis. L'observation sur la couleur de la lumière ce matin-là. Et, surtout, la façon dont Samson décrit Louis XVI sur l'estrade, qui ne correspond pas du tout à la version officielle et qui n'est pas non plus la hagiographie royaliste. Ce que Samson note, ou ce qu'on nous dit qu'il note, c'est que Louis XVI est monté sur l'échafaud avec une fermeté qui nous a surpris. Cette formulation est intéressante à plusieurs titres. D'abord, le « nous ». Samson inclut ses assistants dans cette surprise, ce qui suggère que c'était un sentiment partagé sur le moment, pas une reconstruction rétrospective individuelle. Ensuite, le mot « surpris ». Cela implique qu'il s'attendait à autre chose. À quoi ? À la version officielle, probablement. Celle qui circulait déjà dans Paris avant même que l'exécution ait lieu, parce que la propagande n'attend pas les faits. Il s'attendait à un homme qui résisterait, qui gémirait, qui leur rendrait leur travail difficile dans le mauvais sens du terme. Et ils ont eu quelque chose d'autre. Il note qu'il ne l'a pas vu pleurer. Il note qu'il voulait parler. Et il note, et c'est là que le document devient vraiment utile, qu'il a effectivement parlé, que les mots étaient audibles pour ceux qui étaient sur l'estrade et que les tambours sont intervenus avant qu'il ait terminé. Cette séquence, paroles, tambours, interruptions, est décrite dans les mémoires de façon assez sobre, sans dramatisation excessive, ce qui, paradoxalement, la rend plus crédible que si elle avait été racontée avec emphase. La question de la crédibilité des mémoires de Samson est une question légitime, et on ne va pas faire semblant qu'elle ne l'est pas. Mais il y a un raisonnement simple à appliquer. Si le document avait été entièrement fabriqué pour réhabiliter Louis XVI, il aurait été beaucoup plus héroïque que ça. Il aurait inventé des discours complets, des gestes magnifiques, des larmes de la foule. Au lieu de quoi, il décrit quelque chose de fragmentaire, d'interrompu, de presque banal dans sa violence. Un homme qui a essayé de dire quelque chose et qui n'a pas pu finir. Ce n'est pas un récit de martyrologe, c'est un récit de praticien.
La différence entre affirmer et décrire, en histoire, c'est souvent tout. Les révolutionnaires ont affirmé que Louis XVI était mort lâchement. Samson, avec toutes ses réserves, décrit autre chose. Et entre une affirmation politiquement motivée et une description techniquement sobre d'un homme dont c'était le métier d'observer les condamnés, le choix de ce à quoi on accorde plus de poids n'est pas si difficile. Pour comprendre ce qui s'est passé ce matin-là sur la place de la Révolution, il faut comprendre, et c'est une chose à laquelle on ne pense pas spontanément, le niveau d'organisation bureaucratique qui avait présidé à toute la journée. Et cette organisation, si on la regarde honnêtement, avec un minimum de recul, est d'une absurdité kafkaïenne qui aurait fait rire si l'enjeu n'avait pas été précisément la mort d'un homme. Le vote de condamnation avait eu lieu le 17 janvier 1793 à la Convention nationale. Le résultat avait été serré d'une façon qui mettait tout le monde mal à l'aise. 361 votes pour la mort sans condition, contre 360 pour d'autres options. Mort avec sursis, réclusion, appel au peuple. Un vote de différence. Un seul. Ce qui voulait dire que, parmi les représentants du peuple français, théoriquement unis dans leur révolution, presque la moitié avait voté pour ne pas tuer cet homme, ou du moins pour ne pas le tuer tout de suite. C'était une majorité légale, mais c'était une majorité inconfortable. Et cet inconfort allait colorer toute la suite des événements, y compris les décisions logistiques qui semblent absurdes, mais qui ne l'étaient pas vraiment, parce qu'elles étaient toutes motivées par la peur. La peur de quoi? De la contre-révolution, d'une tentative de libération, du peuple royaliste que la Révolution savait exister dans les provinces, à Vendée notamment, où la révolte était déjà en train de couver. De l'étranger, des armées coalisées qui marchaient vers les frontières françaises. Et, peut-être plus que tout, de la signification symbolique de ce qu'ils étaient en train de faire. Tuer un roi sacré par l'onction divine, l'un des monarques les plus anciens d'Europe, en plein jour, sur une place publique. Ça n'avait jamais été fait comme ça. Charles Ier d'Angleterre avait été exécuté en 1649, mais c'était il y a 140 ans, et les Anglais étaient les Anglais, donc ça comptait différemment dans l'esprit des contemporains. Là, c'était la France. Et la France faisait quelque chose d'irréversible. Donc on avait organisé. On avait surorganisé. Les délibérations sur les modalités de l'exécution avaient duré des jours. Combien de soldats pour escorter le carrosse du Temple jusqu'à la place de la Révolution? Le chiffre final est de l'ordre de 12 000 hommes, entre la garde nationale, les troupes régulières et les différentes unités de sécurité mobilisées. 12 000 soldats pour un seul condamné dans une ville qui venait de voter sa mort à la majorité de ses représentants légaux. Si ce n'est pas la définition de la peur transformée en logistique, il faudra chercher une meilleure. Le trajet avait été calculé avec soin, pas le chemin le plus court, mais le chemin le plus large, celui qui permettait à l'escorte de rester groupée et d'éviter les ruelles où une foule déterminée aurait pu tenter quelque chose. Les rues devaient être vidées sur le passage du cortège, les fenêtres fermées, les commerces fermés. On avait émis des avis dans ce sens. Combien de Parisiens ont respecté ces consignes est une autre question, mais l'intention était là. Cette mort devait se faire dans une sorte de vide contrôlé, vu par tout le monde depuis la place, mais invisible sur le chemin. La question du confesseur avait suscité un débat notable. Louis XVI avait demandé un prêtre non-jureur, c'est-à-dire un prêtre qui n'avait pas accepté de subordonner l'Église catholique à l'autorité de l'État révolutionnaire. Dans le contexte de 1793, c'était une demande théologiquement et politiquement chargée, parce que les prêtres non-jureurs étaient officiellement en rupture avec la loi française depuis la Constitution civile du clergé de 1790. Accorder à Louis XVI ce qu'il demandait, c'était faire une concession qui allait à contre-courant de la politique religieuse de la Révolution. La refuser, c'était risquer de le voir mourir sans sacrement, ce qui pouvait émouvoir une partie de la population catholique. On avait donc accordé l'abbé Edgeworth, prêtre irlandais, citoyen d'un pays neutre, non-jureur mais discret, un compromis, comme toujours, entre le principe et la peur de ses conséquences. Et puis il y avait la question des tambours. Ce n'était pas un détail. Les instructions concernant les tambours, leur position, leur nombre, les conditions dans lesquelles ils devaient battre, avaient fait l'objet de délibérations.
Il ne s'agissait pas d'une décision prise dans la précipitation au dernier moment, comme on le laisse parfois entendre pour minimiser l'intention. Non, les tambours étaient placés en formation autour de l'estrade ce matin-là, parce que quelqu'un avait prévu qu'il pourrait avoir besoin de couvrir quelque chose. La question de savoir exactement qui avait formulé cet ordre, et dans quels termes, est une question à laquelle les archives répondent de façon fragmentaire. Mais que l'ordre existait et qu'il avait été pensé à l'avance, ça ne fait pas vraiment de doute. Santerre. Antoine-Joseph Santerre, général de brigade de la Garde nationale de Paris, brasseur de profession et révolutionnaire par conviction, l'un des hommes qui avait organisé la prise des Tuileries en août 1792, est le nom qui revient dans presque tous les témoignages liés à l'ordre des tambours. C'est lui qui commandait le dispositif militaire de la journée. C'est lui qui, selon plusieurs sources concordantes, a dit « tambour » au moment où Louis XVI commençait à parler depuis l'estrade. Santerre lui-même n'a pas laissé de récit détaillé de cet épisode précis. Ce qu'il a dit à ce sujet, dans les années suivantes, reste vague, et la vagueur, dans ce contexte, est elle-même une information. Le fait que tout ça ait été pensé, organisé, calibré, les soldats, le trajet, le prêtre, les tambours, dit quelque chose d'assez cru sur l'état d'esprit des responsables de cette journée. Ils tuaient un roi. Et ils avaient peur de lui jusqu'au dernier moment. Non, pas physiquement. Louis XVI n'était pas un danger militaire, mais de ce qu'il représentait, de ce qu'il pourrait dire, de l'effet que ces mots pourraient avoir sur une foule dont il n'était jamais tout à fait sûr. Cette peur, traduite en ordre bureaucratique et en bataillon de tambours, est peut-être la chose la plus révélatrice de toute cette journée. Plus révélatrice que la lame, plus révélatrice que les discours officiels qui ont suivi. On ne couvre pas avec des tambours ce qui n'a aucune importance. On ne couvre pas avec des tambours ce qui n'a aucune importance. Et pourtant, pendant 2 siècles, la question de ce que Louis XVI a précisément dit ce matin-là a été traitée avec une légèreté qui confine à la négligence. Les historiens sérieux l'abordaient en notes de bas de page, avec la prudence professionnelle habituelle, puis passaient à autre chose, à la Vendée, à la guerre contre la coalition, aux grandes structures de la terreur, comme si les derniers mots d'un roi sur un échafaud étaient un détail anecdotique, une curiosité pour amateurs de faits divers historiques, plutôt qu'une question centrale sur ce que la Révolution française a vraiment fait ce matin-là, et pourquoi elle a eu besoin de le cacher. Commençons donc par ce que nous savons avec une certitude raisonnable, et la certitude raisonnable, en histoire, est souvent le maximum qu'on puisse espérer, alors autant s'en contenter. Louis XVI est monté sur l'estrade après un trajet de 2 heures depuis le Temple, dans un carrosse vert. Il existe des descriptions de la couleur du carrosse, ce qui dit quelque chose sur le genre de détails que les témoins retiennent quand ils sont sous le choc, assis en face de l'abbé Edgeworth, un livre de psaumes ouvert entre eux. Il avait voulu lire les psaumes de la pénitence pendant le trajet. Il les avait lus. Les gardes avaient été présents dans le carrosse, et au moins l'un d'entre eux aurait essayé de lui parler de politique, peut-être pour l'agiter, peut-être par curiosité sincère, on ne sait pas. Et Louis XVI aurait répondu avec une politesse qui avait visiblement déconcerté son interlocuteur. Un homme qui répond poliment à ses geôliers 2 heures avant de mourir est soit en état de dissociation totale, soit en possession d'une forme de paix intérieure qu'on peut appeler comme on veut. Foi, résignation, obstination caractérielle, mais qui, dans tous les cas, ne ressemble pas à la lâcheté. Il était 10h10, approximativement. Les sources divergent légèrement sur le moment exact, quand le carrosse s'est arrêté au pied de l'échafaud. La place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde, était couverte d'une foule dont on ne connaît pas le nombre exact, mais qui était dense, entourée de soldats, traversée par un froid de janvier qui mordait. Le ciel était gris, comme souvent à Paris en janvier, et il y avait une bruine fine selon certains témoins, une absence de bruine selon d'autres. Ces contradictions climatiques dans les témoignages sont normales et humaines, et signifient seulement que les gens regardaient des choses différentes, en retenant des impressions différentes, ce qui est précisément ce qui se passe quand on vit quelque chose d'extraordinaire. Louis XVI est descendu du carrosse. Là, premier accroc dans la séquence officielle, il y a eu une résistance. Pas la résistance d'un homme qui refuse de mourir, pas de cris, pas de tentative de fuite, mais une résistance physique précise, documentée, sur une question spécifique.
Les assistants de Samson ont voulu lui enlever son habit et lui attacher les mains dans le dos avant qu'il monte sur l'estrade. C'était la procédure standard. On dénudait le cou du condamné, on liait les mains pour éviter tout geste instinctif de protection au dernier moment. Louis XVI a refusé. Pas le dénudage du col, il a accepté qu'on lui coupe les cheveux, qu'on lui retourne le col. Mais les mains. Il ne voulait pas qu'on lui lie les mains. L'abbé Edgeworth est intervenu, ou du moins c'est ce que rapporte la tradition, en particulier le récit qu'Edgeworth lui-même a rédigé dans les années suivantes, un récit qui pose ses propres problèmes de fiabilité, mais qui reste l'un des documents de première main les plus précieux dont on dispose. Edgeworth aurait dit à Louis XVI, à peu près dans une formulation qui varie selon les versions, que cette humiliation supplémentaire ressemblait à celle que le Christ avait endurée, et que l'accepter était donc une façon de s'y unir. Louis XVI a cédé. Il a tendu les mains. Il a laissé qu'on les lie. Ce moment, un roi qui accepte qu'on lui lie les mains en se comparant intérieurement à une figure de martyr, est soit profondément émouvant, soit profondément irritant, selon où on se situe politiquement et religieusement. Les deux réactions sont compréhensibles. Ce qui est difficilement contestable, c'est qu'il n'y a rien dans ce geste, de la lâcheté ou de l'effondrement dont on nous a dit que la mort de Louis XVI était faite. Un homme qui pose une condition, qui tient sa condition aussi longtemps qu'il peut, et qui ne cède que sur un argument théologique qui lui correspond, c'est un homme qui fonctionne encore, qui pense encore, qui choisit encore, même avec les options qu'on lui a laissées. Il a monté les marches. Il y en avait une vingtaine, approximativement. Les témoignages varient, les plans de l'époque suggèrent quelque chose dans cet ordre. Il les a montés avec une rapidité qui a surpris Samson, selon sa propre notation. Arrivé en haut, il s'est dégagé des assistants, brièvement, quelques pas, et il a traversé l'estrade pour se placer face à la foule. Face à elle. Pas de dos, pas de côté. Il s'est tourné vers les milliers de personnes qui le regardaient, et il a commencé à parler. Et c'est ici que le brouillard descend, intentionnellement. Ce que Louis XVI a dit se divise en deux parties distinctes que les témoignages, malgré leurs divergences, permettent de reconstituer avec une confiance raisonnable. La première partie, les premiers mots, est la moins contestée. Il aurait dit, en substance, et plusieurs sources concordent sur la structure, sinon sur chaque mot exact, « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute ». Ensuite, il aurait ajouté qu'il pardonnait à ses ennemis, et aurait exprimé le souhait que son sang ne retombe pas sur la France. Ces éléments-là sont attestés par plusieurs témoins indépendants, dont certains n'avaient aucune raison de lui être favorables. C'est la deuxième partie qui pose problème. Et c'est là que les tambours entrent en jeu. Parce qu'il y avait une suite. Tous les témoignages proches de l'estrade, Samson, Edgeworth dans sa version, quelques officiers de la garde dont les notes ont survécu fragmentairement, s'accordent sur le fait que Louis XVI n'avait pas fini de parler quand Santerre a donné l'ordre. Il y avait encore quelque chose à dire. Ce quelque chose a été noyé sous le roulement des tambours, qui sont partis d'un seul coup, en cercle, couvrant la voix de l'homme sur l'estrade comme une vague couvre un cri. Ce que ce quelque chose était, voilà la question à laquelle on ne peut pas répondre avec certitude absolue, et on serait malhonnête de prétendre le contraire. Mais on peut raisonner sur ce que ça n'était probablement pas, sur ce que le contexte suggère, et sur pourquoi ceux qui avaient le pouvoir d'agir ce matin-là ont choisi d'agir de cette façon précise, à ce moment précis. La version la plus souvent citée dans les sources royalistes contemporaines, et il faut être clair sur le fait qu'elles ne sont pas neutres, suggère que Louis XVI allait adresser un discours plus politique, peut-être une dénonciation des conditions de sa condamnation, peut-être un appel direct aux soldats de la garde nationale qui l'entouraient, peut-être quelque chose qui visait directement la légitimité du tribunal révolutionnaire. Cette version a l'avantage dramatique d'expliquer clairement pourquoi les tambours ont été nécessaires, un appel politique direct à des soldats armés, en présence d'une foule dont on ne contrôlait pas les réactions, c'était un risque réel. La Convention avait condamné un homme. Si cet homme, sur l'estrade, avait réussi à parler assez longtemps pour créer un mouvement dans la foule, une hésitation, un mouvement de pitié ou même d'autres choses, les conséquences étaient imprévisibles. On était en janvier 1793. La Vendée n'avait pas encore explosé, mais elle allait le faire dans quelques semaines. Les contre-révolutionnaires avaient des réseaux, des correspondants, des agents, à Paris même.
Le risque n'était pas imaginaire. Et c'est justement pour ça que les tambours étaient là. L'abbé Edgeworth est l'un des personnages les plus fascinants de cette journée, précisément parce qu'il n'est pas français. Henry Essex Edgeworth de Fiermont est né à Edgeworthstown en Irlande en 1745, fils d'un pasteur protestant converti au catholicisme. Éduqué en France, entré dans les ordres et devenu confesseur de la sœur du roi, Madame Élisabeth, avant d'être sollicité pour accompagner Louis XVI dans ses derniers moments. Il était donc irlandais, catholique, non-jureur, parfaitement francophone, et n'avait aucun intérêt politique direct dans la Révolution française au-delà de sa propre survie, qu'il allait d'ailleurs mettre en péril considérable par son association avec le roi condamné, au point de devoir quitter la France précipitamment dans les mois suivants. Ce profil d'étranger, de passant, de témoin sans agenda politique immédiat, fait de son récit quelque chose de précieux, même en tenant compte de ses biais évidents. Il était prêtre catholique, il était lié à Louis XVI par une relation de confesseur à pénitent, il avait toutes les raisons humaines de vouloir raconter une belle mort. Ces biais vont dans le sens de la grandeur, pas de la neutralité. Mais ces descriptions concrètes, ces observations sur ce qui s'est passé physiquement sur l'estrade, restent des observations de première main qui méritent d'être prises au sérieux. Edgeworth décrit Louis XVI sur l'estrade avec une économie de mots qui sonne juste, précisément parce qu'elle ne cherche pas à convaincre. Il note la façon dont le roi s'est avancé. Il note le silence qui a précédé. Ce moment où la foule, voyant l'homme sur l'estrade, s'est tue, ou presque, le temps d'une ou deux respirations, avant que les tambours partent. Ce silence est mentionné par plusieurs témoins, et il est l'un des détails les plus humainement crédibles de toute la matinée. Même les plus endurcis des révolutionnaires présents ce matin-là regardaient quelque chose qui ne s'était jamais fait et qui ne se referait jamais. L'exécution du roi de France. Le silence était une réaction physiologique, presque. On retenait son souffle. C'est dans ce silence que Louis XVI a parlé. La phrase qu'Edgeworth lui attribue dans son récit, « Fils de Saint-Louis, montez au ciel », est la phrase la plus célèbre associée à cette exécution. Mais c'est une phrase qu'Edgeworth aurait dite à Louis XVI, pas l'inverse. C'est le confesseur qui aurait prononcé ces mots au moment où la lame tombait, ou juste avant. Cette distinction est importante et souvent brouillée dans la vulgarisation historique, où la phrase est parfois attribuée au roi lui-même, ce qui est faux. Ce que Louis XVI a dit, lui, est la partie couverte par les tambours, pas cette formule-là. La distinction mérite qu'on y insiste, parce que la confusion a servi, involontairement ou non, à substituer une phrase poétique et attribuable à une figure sympathique à ce qui était réellement en jeu, des mots que le condamné lui-même avait essayé de prononcer et qu'on avait délibérément empêché d'entendre. Il reste une question que les historiens posent rarement de façon directe, parce qu'elle est inconfortable. Est-ce que les membres de la Convention, les artisans de cette exécution, savaient ce qu'ils faisaient en donnant l'ordre des tambours? Et la réponse honnête, qui dérange dans les deux sens du spectre politique, est oui, ils savaient exactement. Ils savaient que couvrir les mots d'un condamné sur un échafaud était un acte de censure en temps réel, une violence supplémentaire après toutes les autres, et ils l'ont fait délibérément. Non pas par cruauté sadique, mais par calcul politique froid. Ce sont deux choses différentes, et la deuxième est en un sens plus inquiétante que la première. La cruauté peut être le produit d'une émotion. Le calcul est la décision de quelqu'un qui a réfléchi. Dans les heures qui ont suivi l'exécution, les heures, pas les jours, le travail de construction du récit officiel a commencé. Et ce travail était organisé, lui aussi, avec la même efficacité bureaucratique que l'exécution elle-même. Les journaux révolutionnaires qui paraissaient le lendemain ou le surlendemain, et ils étaient nombreux, Paris était à cette époque une ville de presse explosive avec des dizaines de feuilles qui paraissaient quotidiennement, avaient deux grands choix éditoriaux. Soit ils ignoraient la question des derniers mots, soit ils la traitaient d'une façon qui l'annulait. Le Moniteur universel, qui était à l'époque quelque chose comme le journal de référence de la République, a publié un compte-rendu de l'exécution qui mentionnait le fait que Louis XVI avait tenté de parler et que les tambours avaient battu. Cette mention est documentée, on peut retrouver des numéros de l'époque, mais elle est noyée dans un compte-rendu général de la journée qui met l'accent sur le calme de la foule, la régularité de la procédure, la rapidité de l'ensemble. Les derniers mots n'y sont pas rapportés. On note qu'il y a eu tentative de parole. On ne dit pas ce qui a été dit.
et on passe. Ce traitement, reconnaître l'événement pour mieux le vider de contenu, est une technique rhétorique que les praticiens de la propagande connaissent bien sous toutes les latitudes et toutes les époques. On ne nie pas ce qui est trop visible pour être nié. On l'admet, brièvement, sans détail, et on l'enterre sous d'autres informations. Le résultat est que l'événement existe dans les archives, ce qui donne bonne conscience aux chercheurs futurs, mais qu'il n'existe pas dans la mémoire collective, parce que la mémoire collective se nourrit des récits qui circulent, pas des archives. Les journaux plus franchement royalistes, qui existaient clandestinement ou en exil, à Londres notamment, ont fait exactement l'inverse. Ils ont rapporté les derniers mots avec une emphase qui les a rendus suspects. Quand un journal royaliste londonien publie une version des derniers mots de Louis XVI qui est longue, élaborée, pleine de phrases parfaites et de références théologiques précises, la réaction naturelle d'un lecteur non prévenu est le scepticisme. C'est trop beau. C'est trop bien construit. Et ce scepticisme est légitime. Mais il a eu pour effet de discréditer l'idée même qu'il y avait eu les mots à entendre, parce que les seules versions détaillées disponibles étaient manifestement arrangées. Entre le silence officiel et l'exagération royaliste, ce qui s'était réellement passé sur l'estrade n'avait aucun espace pour exister. Les jours qui ont suivi l'exécution ont posé d'autres problèmes pratiques aux autorités révolutionnaires, dont certains sont franchement comiques si on accepte de regarder la situation avec un détachement que les contemporains n'avaient évidemment pas. Le corps de Louis XVI, qu'il fallait bien mettre quelque part, avait été déposé dans une fosse commune, au cimetière de la Madeleine, à quelques centaines de mètres de la place de l'exécution. Pour éviter tout pèlerinage, pour éviter que la tombe ne devienne un symbole, on avait recouvert le corps de chaux vive, procédé standard pour accélérer la décomposition et rendre toute identification future difficile. C'était une décision pratique et elle avait une logique claire. Pas de tombeau, pas de culte. Sauf que dans les semaines suivantes, des gens avaient quand même commencé à se rendre au cimetière de la Madeleine. Pas en masse, pas de façon organisée, mais des individus, seuls ou par petits groupes, qui venaient se tenir quelques minutes près de l'endroit approximatif de la fosse. Les autorités avaient renforcé la surveillance. Certains de ceux qui avaient été arrêtés pour ce pèlerinage improvisé avaient eu des ennuis sérieux, dans le Paris de 1793, voulant dire toute une gamme de conséquences allant de l'interrogatoire à la guillotine, selon le zèle du comité de section concerné. Le fait que des gens prenaient ce risque, pour aller se tenir près d'une fosse anonyme dans un cimetière surveillé, dit quelque chose sur l'état de la France en janvier 1793 que les discours officiels sur l'unanimité révolutionnaire ne disent pas. La France n'était pas unanime. Elle ne l'avait jamais été. Et l'exécution du roi, au lieu de trancher définitivement la question de la légitimité révolutionnaire, comme ses partisans l'espéraient, avait ouvert une blessure dont la profondeur exacte n'était pas encore visible, mais dont les premières manifestations étaient déjà là, dans ces silhouettes à l'entrée d'un cimetière parisien en plein hiver, qui ne faisait rien d'illégal, sauf d'être là et de regarder la terre. La Marie-Antoinette, enfermée au temple et à qui on avait annoncé la mort de son mari, avait appris la nouvelle par les cris de la foule qu'elle entendait de sa cellule, avant qu'on vienne officiellement la lui communiquer. Ce détail, apprendre la mort de son mari par des cris de rue, est l'un de ceux qu'on ne peut pas inventer, parce qu'il est trop précis et trop gratuitement horrible pour être utile à qui que ce soit narrativement. Elle a 9 mois à vivre encore, elle-même. Mais cette information, elle l'a reçue comme ça, par accident acoustique, debout dans une pièce froide dont elle ne sortait presque plus. Ce qu'elle pensait des derniers mots de son mari, si on lui avait rapporté ce qu'il avait essayé de dire, ou si elle ne l'a jamais su avec précision, c'est quelque chose que les archives ne permettent pas de savoir. Ses propres lettres de cette période sont rares et surveillées. Elle écrivait en sachant qu'on lisait. Ce qu'elle écrivait n'était donc pas nécessairement ce qu'elle pensait, et cette distinction, entre l'écrit et le pensé, entre la lettre censurée et la vérité privée, est une des conditions permanentes de l'existence des prisonniers politiques à travers les époques, et elle s'appliquait à elle avec une brutalité particulière. Ce qu'elle pensait, on ne le saura donc pas. Et cette lacune, cette impossibilité d'accès à ce qui se passait réellement dans la tête des survivants immédiats de cette journée, est en un sens le résumé parfait de toute l'affaire.
Une exécution organisée pour être visible, 12 000 soldats, une place publique, une foule, et dont les éléments les plus significatifs ont été systématiquement rendus invisibles. Les mots couverts par les tambours, le corps dissous dans la chaux, la veuve qui apprend la nouvelle par des cris qu'elle n'est pas censée entendre depuis une cellule qu'elle n'est pas censée quitter. Tout est simultanément montré et caché. C'est presque une esthétique. Il faut maintenant parler de ce que l'exécution a produit. Pas immédiatement, pas dans les discours triomphants qui ont suivi dans les journées suivantes, mais sur la durée, dans les mois et les années qui ont suivi, et dans la façon dont la Révolution française elle-même a digéré ce qu'elle avait fait. Parce que la guillotine sur la place de la Révolution ce matin-là n'a pas résolu les problèmes que ses partisans espéraient résoudre. Elle en a créé de nouveaux, certains prévisibles, certains qui ont surpris même ceux qui avaient voté pour la mort. Le premier problème était symbolique, et il était apparu presque immédiatement. Tuer un roi ne détruit pas la royauté. Ça peut, dans certaines configurations historiques, la fortifier. Charles Ier d'Angleterre, dont l'exécution avait été censée marquer la fin définitive de la monarchie anglaise, avait été suivi par 11 ans de république cromwellienne, puis par la Restauration de 1660. Ce précédent n'était pas ignoré des révolutionnaires français. Cromwell et ses suites étaient une référence courante dans les débats de la Convention. Certains avaient cité ce précédent pour plaider contre l'exécution, ou du moins contre une exécution sans appel au peuple. Ils avaient perdu. Mais le précédent existait, et il allait se vérifier. La France allait elle aussi traverser ses propres cycles de restauration, d'empire, de monarchie constitutionnelle dans les décennies suivantes. Louis XVI mort était devenu un argument que ses successeurs potentiels allaient utiliser avec une efficacité qu'ils n'avaient jamais eue de son vivant. Le deuxième problème était plus immédiat et plus sanglant. L'exécution du roi avait précipité l'entrée en guerre de nouvelles puissances européennes contre la France révolutionnaire, l'Angleterre, les Provinces-Unies, l'Espagne, rejoignant l'Autriche et la Prusse qui étaient déjà en guerre depuis 1792. Ces puissances avaient des raisons économiques et géopolitiques d'être hostiles à la France indépendamment de Louis XVI. Mais l'exécution avait fourni un argument moral et dynastique supplémentaire qui facilitait la mobilisation de l'opinion publique dans ces pays. Marie-Antoinette était une archiduchesse d'Autriche. Louis XVI était cousin de Charles IV d'Espagne. Les liens dynastiques qui avaient structuré la diplomatie européenne pendant des siècles n'avaient pas disparu parce qu'une assemblée révolutionnaire avait décidé de les ignorer. La terreur qui a suivi, et elle a suivi très vite, les premières grandes vagues d'arrestations et d'exécutions s'intensifiant dès le printemps 1793 avec la création du tribunal révolutionnaire en mars et du comité de salut public en avril, est souvent présentée comme une réponse aux menaces extérieures et intérieures qui se multipliaient. Cette explication est partiellement vraie, mais elle est aussi partiellement commode, parce qu'elle présente la terreur comme une réaction défensive, plutôt que comme la logique interne d'un processus qui avait déjà franchi un seuil le 21 janvier 1793. Une révolution qui tue son roi a répondu à une question fondamentale. Jusqu'où peut-on aller ? D'une façon qui rend toutes les réponses suivantes plus faciles à formuler. Si on peut tuer le roi, on peut tuer le noble. Si on peut tuer le noble, on peut tuer le bourgeois suspect. Si on peut tuer le bourgeois suspect, on peut tuer le révolutionnaire insuffisamment révolutionnaire. La lame qui était tombée sur Louis XVI avait tracé une trajectoire, et cette trajectoire allait emporter des milliers de personnes dans les 18 mois suivants, dont, au passage, un nombre significatif de ceux qui avaient voté pour la mort de Louis XVI. Robespierre avait voté pour. Il a été guillotiné en juillet 1794. Saint-Just avait voté pour, guillotiné le même jour que Robespierre. Danton avait voté pour, avec des réserves, des hésitations, une position compliquée que ses biographes débattent encore. Guillotiné en avril 1794. La machine qu'ils avaient utilisée pour tuer un roi a fini par les tuer eux-mêmes, ce qui est soit une ironie de l'histoire, soit sa logique la plus profonde, selon l'humeur dans laquelle on se trouve le jour où on y réfléchit. Et dans tout ça, dans les guerres, dans la terreur, dans les règlements de compte internes à la Convention, dans les milliers d'exécutions qui ont suivi, la question de ce que Louis XVI avait essayé de dire ce matin-là a été noyée. Pas seulement par les tambours de Santerre,
par les événements eux-mêmes, qui se sont empilés les uns sur les autres avec une vitesse qui coupait le souffle aux contemporains et qui a continué de couper le souffle aux historiens. Quand on est en train de vivre la terreur, de fuir la terreur, de survivre à la terreur, on n'a pas beaucoup de capacités disponibles pour réfléchir aux nuances des derniers mots d'un roi mort 6 mois plus tôt. Ce n'est que beaucoup plus tard, après Thermidor, après le Directoire, après Bonaparte, après les restaurations successives, que la question a commencé à refaire surface. Et à ce moment-là, elle avait eu le temps de se charger de toutes les reconstructions, les inventions, les arrangements que 2 décennies d'histoire convulsive avaient déposés dessus comme des couches de sédiments. Retrouver quelque chose d'approchant la vérité sous ces couches est un travail d'archéologie, et comme toute archéologie, il détruit une partie de ce qu'il touche. Il y a un document qu'on cite rarement dans les reconstitutions grand public de cette journée, et qui mérite pourtant d'être mentionné, avec toutes les précautions d'usage sur sa nature et ses limites. Il s'agit d'un témoignage tardif, recueilli dans les premières années du XIXe siècle, attribué à un officier de la garde nationale qui était posté à proximité immédiate de l'estrade ce matin-là. Ce témoignage, dont l'original n'est pas localisable avec certitude dans les fonds d'archives actuels, ce qu'il faut dire clairement, a été cité dans plusieurs ouvrages royalistes du XIXe siècle, et sa chaîne de transmission est donc suspecte à plus d'un titre. Mais le contenu qu'il rapporte a une spécificité qui le distingue des reconstructions hagiographiques habituelles. Selon ce témoignage, ce que Louis XVI aurait commencé à dire, après la déclaration d'innocence, après le pardon aux ennemis, était une adresse directe aux soldats de la garde nationale. Non pas un appel à la révolte, pas une dénonciation politique, mais quelque chose de plus simple et de plus dérangeant. Il les aurait appelés par leur fonction. Vous qui êtes soldats de la France, et aurait commencé à leur dire quelque chose sur leur devoir qui allait dans une direction dont on ne peut pas reconstituer la suite, parce que c'est précisément là que les tambours sont intervenus. Cette version a l'inconvénient de ne pas être vérifiable. Elle a l'avantage d'être cohérente avec ce qu'on sait du caractère de Louis XVI, quelqu'un qui, même dans ses moments les plus difficiles, tendait vers le concret plutôt que vers l'abstrait, vers les personnes plutôt que vers les principes, et qui aurait pu, dans ses dernières secondes de parole publique, essayer de s'adresser non pas à l'histoire, mais aux hommes devant lui. Si cette version contient une part de vérité, elle explique parfaitement pourquoi Santerre a ordonné les tambours. Parce qu'un roi qui parle directement aux soldats chargés de le garder, en les appelant soldats de la France, n'est pas en train de faire une oraison funèbre. Il est en train de faire de la politique. En train d'exister, politiquement, dans les dernières secondes où c'était encore possible. Et ça, c'était le danger réel. Pas les mots en eux-mêmes, la voix. Ce qui est arrivé à la place de la Révolution après l'exécution est une histoire en soi, brève dans ce contexte, mais significative. La guillotine est restée sur la place pendant des mois. Elle y a servi pour d'autres exécutions, des centaines d'autres exécutions pendant la Terreur, jusqu'à ce que le bruit et l'odeur et la saturation symbolique finissent par pousser les autorités à la déplacer. La place a changé de nom plusieurs fois dans les décennies suivantes. Place de la Révolution, place de la Concorde, place Louis XV encore brièvement sous la Restauration, puis Concorde définitivement. Comme si chaque régime avait besoin de renommer cet espace pour le revendiquer, pour effacer ce que le nom précédent impliquait, pour faire de la toponymie une politique. L'obélisque de Luxor, qui se trouve aujourd'hui au centre de la place, y a été installé en 1836, sous Louis-Philippe, ce qui est une façon très française de traiter un problème mémoriel. Mettre un monument égyptien de 3000 ans à l'endroit où on a guillotiné un roi, ce qui permet de regarder quelque chose d'ancien et de neutre, plutôt que quelque chose de précis et de douloureux. L'obélisque ne commémore rien de ce qui s'est passé ici. Il regarde ailleurs, vers Memphis et vers Karnak, vers une antiquité qui n'a rien à voir avec janvier 1793. Et c'est peut-être exactement le point. On a mis l'Égypte à la place du sang. Il n'y a pas de plaque sur la place de la Concorde qui mentionne Louis XVI. Pas de marquage au sol, pas d'indication touristique officielle qui signale aux visiteurs que c'est ici, approximativement ici, que la lame est tombée. Les guides touristiques privés le mentionnent, les livres le racontent. Mais l'État français n'a pas jugé utile, en 200 ans, de poser une inscription commémorative à cet endroit. Ce silence officiel est lui-même une politique. La continuation, sous une forme pacifique et architecturale, du même réflexe qui avait ordonné les tambours en 1793.
Certaines choses doivent être couvertes. Pas par le bruit cette fois, par l'absence. Les restes de Louis XVI et de Marie-Antoinette se trouvent aujourd'hui à la basilique de Saint-Denis, au nord de Paris, dans la crypte royale où sont inhumés la plupart des rois de France depuis le Moyen-Âge. Ils y ont été transférés en 1815, sous la Restauration bourbonienne, après que Louis XVIII, frère du roi exécuté, a pris le pouvoir et a décidé que la décence exigeait qu'on leur rende leur place dans la nécropole dynastique. Le transfert avait été une opération délicate. Les restes dans la fosse de la Madeleine n'étaient plus identifiables avec certitude. La chaux-vive avait fait son travail, et on avait donc prélevé une certaine quantité de terre et d'ossements dans la zone approximative de la fosse et transporté le tout à Saint-Denis dans des cercueils qui portaient les noms, mais qui ne contenaient peut-être pas, ou pas seulement, ce qu'ils prétendaient contenir. Cette incertitude sur les restes physiques est, encore une fois, parfaitement cohérente avec tout le reste. Louis XVI a traversé sa mort comme il avait traversé une grande partie de sa vie et de son règne, dans une ambiguïté que ses contemporains refusaient de voir, mais que 2 siècles de recul permettent de distinguer assez clairement. Un homme qui n'était ni le tyran de la propagande révolutionnaire, ni le saint de la propagande royaliste. Un homme ordinaire dans une position extraordinaire, qui a pris des décisions médiocres et quelques décisions courageuses, qui a gouverné avec les outils intellectuels de son éducation dans un monde que cette éducation ne l'avait pas préparé à comprendre, et qui, au moment de mourir, a essayé de dire quelque chose que personne n'a eu le droit d'entendre complètement. La basilique de Saint-Denis aujourd'hui est un monument national, ouvert aux visiteurs. La crypte royale est accessible avec un billet d'entrée standard. Les gisants et les effigies des rois de France s'y alignent dans une semi-pénombre un peu froide, dans cet ordre chronologique légèrement soporifique que les musées adoptent quand ils ne savent pas quoi faire d'autre avec le temps. Louis XVI et Marie-Antoinette y ont une plaque simple, avec leur nom et leur date. Rien sur ce qui s'est passé entre la naissance et la mort. Rien sur l'échafaud, sur les tambours, sur ce qui a été dit ou n'a pas pu être dit. Les touristes passent, prennent une photo, passent au suivant. Dans les archives nationales françaises, rue des Francs-Bourgeois, dans le Marais, à quelques kilomètres à vol d'oiseau de la place de la Concorde, il existe des cartons qui contiennent des documents de la Convention nationale de janvier 1793. Les délibérations sur le vote, les comptes rendus des séances, les procès-verbaux administratifs de l'exécution. Ces documents sont accessibles aux chercheurs sur demande. La procédure est normale, la consultation est possible, les archives sont bien tenues. Ce n'est pas un secret d'État. Ce qui est intéressant, c'est ce que ces documents ne contiennent pas. Il n'y a pas, dans ces cartons, d'ordre écrit concernant les tambours. Pas de note de service, pas de directive formelle, pas de procès-verbal qui mentionne explicitement la décision de couvrir la parole du condamné. Ce qui ne veut pas dire que la décision n'existait pas. Ça veut dire qu'elle a été prise verbalement, ou que les documents écrits qui la concernaient ont été éliminés, ou qu'ils sont dans d'autres cartons que personne n'a encore correctement identifiés. Chacune de ces 3 possibilités est plausible. Chacune dit quelque chose de différent sur la nature de l'acte. Un ordre donné verbalement, sans trace écrite, c'est un ordre dont quelqu'un a voulu qu'il soit niable. C'est la définition opérationnelle de la mauvaise conscience bureaucratique. Ce qu'on peut dire avec certitude en 2024, ou aussi près de la certitude que l'histoire permet, c'est ceci. Louis XVI a parlé sur l'estrade. Il a déclaré son innocence, il a pardonné. Et il avait commencé une 3e chose, quelque chose dont la nature exacte reste débattue, quand les tambours sont partis et que sa voix a disparu sous le roulement. La lame est tombée, sa tête a été présentée à la foule, c'était la procédure, et la foule a réagi de façon hétérogène. Des cris de « Vive la République », des silences, et selon au moins un témoignage contemporain, des pleurs dans les rangs des soldats de la garde nationale eux-mêmes. Ces soldats, peut-être, qui venaient d'entendre le début d'une phrase qui leur était adressée et qui ne sauraient jamais comment elle se terminait. La Révolution française a produit beaucoup de grandes choses. Des idées qui ont changé le monde, des institutions dont les démocraties modernes sont les héritières directes, une conception de la citoyenneté et des droits qui n'existait pas dans ces termes avant 1789. Elle a aussi produit quelques milliers de têtes coupées, une culture de la suspicion qui a dévoré ses propres enfants,
Et un matin de janvier où on a tué un homme et couvert ses derniers mots avec des tambours parce qu'on avait peur de ce qu'il allait dire. Ces deux réalités coexistent, elles ont toujours coexisté. Le problème, c'est qu'on préfère généralement raconter l'une et taire l'autre. Et taire, dans ce contexte, est un verbe qu'on choisit avec une conscience particulière de ce qu'il signifie. La place de la Concorde ce matin, si vous y allez, et vous pouvez y aller, c'est une place publique, les pigeons ne demandent pas de justification, ressemble à ce que les places parisiennes ressemblent le matin. Des voitures, du bruit, des touristes en doudoune qui regardent l'obélisque et lisent les hiéroglyphes sans les comprendre. La Seine est à 200 mètres. Les Tuileries sont de l'autre côté. Le ciel est souvent gris en janvier. Rien n'indique ce qui s'est passé ici. Rien, sauf l'absence elle-même, cette façon qu'a l'espace de ne pas commémorer ce qu'il a vu, de continuer d'exister avec le même indifférence tranquille qu'une place de Paris réserve à la circulation et aux pigeons, et aux touristes, et aux 200 ans de sang qu'elle n'a pas jugé utile de marquer dans la pierre. Les tambours se sont tus depuis longtemps, mais la phrase n'a jamais été finie.